Chers collègues, nous recevons ce matin M. Benoît Cœuré, qui est président de l'Autorité de la concurrence, pour une audition centrée sur les enjeux relatifs à la politique de concurrence et à la compétitivité de l'Union européenne. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Monsieur Cœuré, sans retracer toute votre carrière, je voudrais rappeler que vous avez auparavant eu un long parcours au sein de la Direction générale du Trésor, dont vous avez notamment été le directeur général adjoint et le chef économiste. Vous avez ensuite été membre du directoire de la Banque centrale européenne à compter de 2012, aux côtés de Mario Draghi, qui l'a présidé à cette époque, avant de prendre en novembre 2019 la tête du pôle innovation de la Banque des règlements internationaux. Vous avez enfin été nommé en 2022 président de l'Autorité de la concurrence, qui est le gendarme français de la concurrence et qui travaille en étroite coopération avec la Commission européenne ainsi qu'avec les autres autorités nationales de concurrence européenne pour assurer une régulation cohérente et unifiée au sein de l'espace européen. L'autorité de la concurrence fait ainsi partie des autorités très actives au sein du réseau européen de concurrence. Vous êtes par ailleurs également le président du comité de concurrence de l'OCDE, qui travaille plus particulièrement sur les enjeux liés à la numérisation de l'économie, la transition écologique et l'articulation entre la politique de concurrence et la politique industrielle. Alors que la restauration de la compétitivité de l'Union européenne est l'un des axes majeurs de cette mandature européenne, et alors que l'Europe doit faire face à une concurrence internationale particulièrement rude et parfois inéquitable, il nous a semblé important de vous entendre ce matin sur l'articulation entre la politique de concurrence et la compétitivité. Dans son rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne, Mario Draghi jugeait nécessaire d'accroître la compétitivité de l'Union européenne tout en relevant que cela ne devrait pas déboucher sur des politiques consistantes à défendre des champions nationaux au risque d'étouffer la concurrence et l'innovation ou à baisser les salaires pour réduire les coûts relatifs. Si la concurrence stimule la productivité, l'investissement et l'innovation, il affirmait que la politique de concurrence devrait continuer à s'adapter aux évolutions de l'économie afin qu'elle ne devienne pas un obstacle aux objectifs de l'Europe, notamment dans le secteur technologique. Il soulignait l'interaction étroite et la nécessité de l'alignement entre la politique industrielle, la politique commerciale et la politique de la concurrence. Monsieur Cœuré, partagez-vous cette vision et comment appréciez-vous aujourd'hui cette interaction entre ces trois politiques ? Vous avez vous-même affirmé que la politique de concurrence est aussi une politique de compétitivité en faveur de nos entreprises. Comment répondez-vous aux critiques qu'on peut entendre sur une approche jugée parfois trop restrictive de la politique de concurrence européenne? Comment considérez-vous qu'elle puisse au fond servir le développement de marchés uniques qui constitue l'un des atouts majeurs de l'Union européenne? Je considère toutefois pour ma part que nous pourrons en tirer les meilleurs bénéfices que lorsque nous aurons mis en place une union de l'épargne et des investissements cohérente et ambitieuse. Je sais que c'est aussi un point qui vous tient à cœur et sur lequel nous serons évidemment heureux de vous entendre et d'entendre vos analyses. Enfin, la Commission européenne a notamment inscrit à son programme de travail pour l'année 2026 plusieurs initiatives législatives importantes en matière de compétitivité et de droit de la concurrence, notamment un acte législatif sur les marchés publics et la mise à jour des règles de procédure en matière de pratiques anticoncurrentielles. Vous savez que le Sénat s'est intéressé de très près par le biais d'une commission d'enquête au sujet de la commande publique. Vous aviez été auditionné dans ce cadre. Comment analysez-vous aujourd'hui les initiatives annoncées par la Commission européenne ? Quels en sont, selon vous, les enjeux ? Comment l'autorité de la concurrence française participe-t-elle aux réflexions en la matière et avons-nous une approche singulière ou des spécificités nationales à faire valoir ? Au-delà de ces annonces, d'autres réformes vous paraissent-elles nécessaires pour répondre aux enjeux de la compétitivité auxquels l'Union européenne est confrontée ? Voilà, Monsieur Cœuré, je vous cède la parole pour 15-20 minutes, disons-le, avant d'ouvrir le jeu des questions et réponses. Et vous voyez, je vous avais dit que nos sénateurs arriveraient. Ils sont là, après pour certains peut-être un moment de la nuit passé en séance. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre invitation à échanger avec vous. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante et la contrepartie de l'indépendance, c'est la disponibilité pour la représentation nationale et l'échange avec la représentation nationale. Donc,
toutes les occasions de le faire sont très bienvenues et je vous en remercie. Et je remercie les sénatrices et sénateurs ici présents d'assister à cette audition après une nuit de séance. Monsieur le Président, vous avez placé cette discussion sous la l'égide du rapport Draghi. Je voudrais continuer sur cette lancée et peut-être dire quelques mots d'introduction généraux sur le rôle que peut jouer la politique de concurrence aujourd'hui pour soutenir l'économie européenne qui est en mauvais état. Ça a été dit par Mario Draghi. De manière concrète, quelles sont les initiatives qui peuvent être prises pour que la politique de concurrence contribue à cet objectif de renforcement de la compétitivité, vous l'avez dit, mais aussi de la souveraineté et de la résilience de l'économie européenne. Et puis je ferai, si vous me le permettez, un petit zoom sur les questions numériques qui sont particulièrement d'actualité et toujours importantes. Donc vous avez cité le rapport Draghi et je partage tout à fait non seulement le résumé que vous en avez fait, mais également les conclusions de Mario Draghi. Les causes du décrochage de productivité de l'Europe par rapport aux États-Unis, décrochage qui est massif depuis une vingtaine d'années, sont triples. Une fragmentation persistante du marché unique, qui fait qu'une entreprise européenne ne peut pas tirer parti de l'accès à un grand marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs, comme le fait une entreprise américaine ou chinoise. Et donc, lorsque les entreprises européennes se lancent sur les marchés mondiaux, elles n'ont pas eu l'entraînement et elles ne bénéficient pas de la force que leur donne l'accès à un grand marché unique, comme c'est le cas aux États-Unis et en Chine. Deuxièmement, un accès insuffisant au capital, et donc ça renvoie à tout le débat sur l'union de l'épargne et de l'investissement que vous avez cité, Monsieur le Président. On peut en reparler. Et troisièmement, un niveau d'investissement insuffisant dans des secteurs stratégiques. Et Mario Draghi mentionne notamment les télécoms, la défense et l'énergie comme des secteurs où l'Europe n'investit pas assez. Et puis on le voit bien s'agissant des derniers développements technologiques, je pense aux technologies vertes ou à l'intelligence artificielle. Je vais y revenir dans un instant. Alors, quelle est la place de la politique de concurrence dans ce paysage ? Ce que dit Draghi, c'est que la concurrence peut être un levier pour réaliser ses objectifs et qu'elle peut être mieux utilisée. Et c'est là qu'est toute la discussion. Comment mieux utiliser les instruments que nous donnent les traités et, en ce qui nous concerne, la loi française, le code de commerce, et est-ce qu'il y a lieu de les modifier ? Mais Draghi insiste aussi sur le fait que la concurrence n'est pas un obstacle à la réalisation de ces objectifs et que les entreprises européennes ne pourront pas réussir sur les marchés mondiaux si elles n'ont pas été plongées dans un environnement concurrentiel en Europe. Et d'ailleurs, les entreprises chinoises que nous voyons arriver sur les marchés européens, ce sont celles qui ont survécu à un environnement très concurrentiel en Chine. Ce ne sont pas les poulains du gouvernement chinois. Chine n'a pas été inventée dans un bureau du ministère de l'Industrie chinois. Chine fait partie de dizaines d'entreprises qui se sont lancées dans le secteur de la distribution en ligne et qui ont gagné contre les autres en Chine, qui ont éliminé leurs concurrents en Chine, et qui, fortes de cette puissance, nous attaquent sur nos marchés, de manière parfois déloyale, ce qui est un autre sujet, s'agissant particulièrement de Chine, mais en ayant bénéficié de cette dynamique concurrentielle et de ce grand marché qui est le marché chinois. Et donc les entreprises européennes ne réussiront pas sur les marchés mondiaux si on les protège de la concurrence sur les marchés européens. Et les grandes innovations technologiques que nous rêvons d'émuler aujourd'hui, je pense notamment à l'intelligence artificielle, elles ne sont pas non plus le résultat du brainstorming de chefs de bureau au ministère de l'Industrie américain, qui d'ailleurs n'existe pas. Alors, cela dit, je ne dis pas ça pour exonérer les autorités de concurrence de leurs responsabilités. Elles en ont une qui est grande. Et notre responsabilité, c'est d'utiliser les leviers que nous donne le droit européen pour renforcer l'économie française et européenne. Et notamment pour faire en sorte que la concurrence stimule l'innovation, l'investissement et la productivité, puisque ce sont les thèmes du rapport Draghi. Alors comment on fait ça ?
Je pense qu'il y a des fausses pistes et il y a des vraies pistes dont certaines sont en discussion au niveau européen et qui méritent un fort investissement des autorités françaises. Bon, il y a une fausse piste qui est très présente dans le débat français, qui est la réforme de la définition géographique des marchés, et l'idée que si, notamment on contrôle des concentrations, hein, quand on contrôle les fusions entre entreprises, l'idée qu'il faudrait que l'échelon de cette analyse soit d'emblée l'échelon mondial, ce qui évidemment fait que toutes les entreprises dont nous allons parler auront l'air petites puisqu'elles seront comparées à un marché mondial. C'est un thème qui est très présent dans le débat français, notamment depuis la décision de la Commission sur Alstom et Siemens, où d'ailleurs le marché était mondial, hein, il n'était pas européen, il était mondial à l'exception de la Chine, c'est là qu'était tout le débat. C'est pour moi un peu une fausse piste parce que les marchés sont ce qu'ils sont et ça n'est pas, les autorités de concurrence ne vont pas, par une décision administrative, changer la nature des marchés. Donc si on prend l'exemple du marché des télécoms, par exemple, le marché des télécoms, des services de télécoms est fragmenté en Europe. La réglementation est certes à certains cadres européens, mais beaucoup de facteurs qui déterminent l'offre de services de télécoms résultent de réglementations nationales, qui ne sont pas nécessairement des réglementations des télécoms, qui peuvent être liées à la protection du consommateur ou à d'autres domaines. Et les opérateurs eux-mêmes reconnaissent que les marchés sont nationaux. Et d'ailleurs, ils n'ont de cesse, ils rêvent de fusionner entre eux sur les marchés nationaux. Et il y a peu d'opérations télécom transfrontières. Il y en a eu une récemment qu'il faut saluer, qui est l'expansion d'Orange en Espagne, à travers l'achat de MásMóvil. Ça, c'est une belle opération transfrontière, mais ces opérations sont très rares. Et l'objectif de la plupart des opérateurs de télécom est de fusionner sur leur marché national. Parce que la réalité du marché est nationale. La réalité du marché n'est pas européenne. Et quand vous voulez changer d'abonnement télécom, vous n'allez pas regarder l'offre en Lituanie ou à Chypre. Voilà, c'est un fait. Donc, la définition des marchés... Si on veut analyser les marchés au niveau européen pour permettre de jouer sur les effets de taille et pour permettre la constitution de champions européens, c'est un bon objectif, mais pour ça, il faut harmoniser la réglementation entre les différents pays européens. C'est dans le domaine financier tout l'objet de la discussion sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Et dans le domaine des télécoms, force est de constater que quand la Commission propose des harmonisations réglementaires, elle n'est pas suivie avec enthousiasme par les États membres. Je n'ai pas l'impression que la discussion à Bruxelles sur ces sujets prospère beaucoup. Donc il y a une forme de contradiction dans les discours des États membres qui à la fois appellent de leur vœu des effets de taille et une consolidation européenne, tout en s'opposant aux mesures d'harmonisation qui pourraient la rendre possible. Alors ça, c'est une fausse piste. Il y a une vraie piste importante et sur laquelle l'autorité de la concurrence est très mobilisée, qui est la prise en compte de gains d'efficacité lorsqu'on examine les concentrations. On a tendance à examiner, historiquement, à examiner les fusions entre entreprises sous le seul angle, pour résumer, de l'impact sur le prix pour le consommateur. Souvent, on élargit en regardant non seulement le prix, mais également la variété des services ou la qualité des services, qui est tout à fait, c'est une considération tout à fait légitime. Il y a beaucoup de décisions de l'autorité, y compris des conditions imposées pour l'autorisation, qui s'intéressent à ces questions de diversité de l'offre et de qualité de l'offre, mais on regarde peu la contribution de ces fusions à l'efficacité des entreprises concernées et plus généralement de l'économie. Or, derrière ce terme qui peut paraître abstrait de gain d'efficacité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la contribution à l'innovation, il y a la contribution à la résilience, et il peut y avoir la contribution à la souveraineté, soit au niveau français, soit au niveau européen. Or, le droit le permet, le droit européen, c'est-à-dire le règlement sur les concentrations, le permet pour la Commission. Et s'agissant de l'autorité de la concurrence, le Code de commerce, en son article L 430-6, dispose que quand elle examine une fusion en phase d'analyse approfondie, donc il faut passer en phase 2, comme on dit dans notre jargon, hein, il y a des analyses simples et puis des analyses approfondies. Quand on passe en analyse approfondie, l'autorité apprécie si l'opération, hein, je lis le Code de commerce, si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Donc l'idée qu'il puisse y avoir un exercice d'arbitrage, de proportionnalité entre d'éventuelles atteintes à la concurrence, et notamment des prix plus élevés pour les consommateurs, et une contribution, alors la loi dans sa beauté grammaticale dit le progrès économique. Mais on est bien au cœur de cette problématique des gains d'efficacité. C'est possible. On ne le fait jamais. Donc, question, là, c'est possible à droit constant. Donc, pourquoi ne le fait-on pas? Parce que, notamment, les lignes directrices de la Commission, qui sont la boussole de toutes les autorités nationales, en parlent très peu. Et on s'est enfermé dans une sorte de cercle vicieux où les entreprises, sachant qu'on ne le fait jamais, ne vont jamais nous le demander et nous le proposer. Or, c'est à elles de nous le demander en présentant des arguments en ce sens. Et donc, on ne le fait pas. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. La Commission est en train de réviser ses lignes directrices sur les concentrations. La présidente von der Leyen et la commissaire, la vice-présidente exécutive Ribera ont décidé sagement, me semble-t-il, d'accélérer le calendrier de cette révision, qui était initialement prévue pour 2028. Donc maintenant, on va avoir un premier texte en mai 2026. C'est quand même beaucoup plus concret pour les entreprises. Il y a eu une consultation publique à laquelle beaucoup d'entreprises ont répondu, à laquelle les autorités françaises ont répondu. On discute avec la Commission de la manière d'opérationnaliser ce concept, à la fois en termes économiques, en termes juridiques et en termes de procédure, pour que les entreprises puissent, de manière très concrète, venir avec ce type d'explications quand elles veulent fusionner. Voilà. Je rappelle par ailleurs qu'il existe en droit français, et pas en droit européen, mais en droit français, la possibilité, à nouveau, au terme d'un examen approfondi par l'autorité, la possibilité pour le ministre de l'économie d'intervenir et d'autoriser une fusion, même lorsqu'elle a été interdite par l'autorité. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation du ministre, c'est dans l'article L430-7 du Code de commerce. Et le ministre peut autoriser une fusion pour un motif d'intérêt général autre que le maintien de la concurrence, notamment, je cite le Code de commerce, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou le maintien de l'emploi. Donc on peut tout à fait imaginer une situation qui, moi, ne me choque pas spécialement, chacun sera dans son rôle, où l'autorité indépendante, qui est l'autorité de la concurrence, signalera des risques pour la concurrence, et dira que sur cette seule base et au seul regard des arguments de concurrence, l'opération devrait être interdite, et où le ministre évoque l'opération en disant oui, peut-être. Le ministre ne peut pas nous contredire, il n'a pas le droit de contredire notre analyse de concurrence, mais il peut dire oui, certes, mais je considère que cette opération est bonne pour la sécurité nationale, qu'elle permet l'accès à des terres rares, qu'elle permet une meilleure protection contre le risque cyber pour nos entreprises, enfin des arguments qui sont des arguments qui relèvent du ministre et pas de l'autorité de la concurrence, qui dépassent la concurrence, et le droit français a organisé ce débat. Et ça n'est malheureusement pas possible en l'état au niveau européen. Je précise d'ailleurs qu'à chaque fois que l'autorité de la concurrence voit que l'interdiction d'une opération est une conclusion possible, donc notamment pour toutes les opérations qui passent en examen approfondi, en phase 2, moi j'appelle toujours le ministre de l'économie pour lui demander ce qu'il en pense. Et on a ce dialogue. Je l'ai fait sur TF1 M6, par exemple. J'ai demandé au ministre de l'économie si, dans l'hypothèse où l'autorité interdirait cette opération, il souhaitait néanmoins l'autoriser, parce qu'il considérerait que cette opération serait positive pour le développement industriel ou la compétitivité de la France. Bon, la réponse était non, en l'occurrence. Voilà. Donc c'est un dialogue qui a lieu. Et dans l'avenir, ça ne me choquerait pas du tout qu'un ministre autorise une opération qui a été interdite par l'autorité. Je pense que chacun sera dans son rôle et ça sera transparent pour la représentation nationale et pour le public. Donc les gains d'efficacité, c'est une piste importante. Il y a également toute une série de réflexions en cours dans le domaine du développement durable qui permettent de faire en sorte que les règles de concurrence ne s'opposent pas à la réalisation des objectifs de décarbonation, notamment. Une des initiatives que j'ai prises en arrivant à l'autorité, c'est de créer une nouvelle procédure dite d'orientation informelle qui permet aux entreprises d'aller voir l'autorité de la concurrence, de leur présenter des projets, notamment des projets qui supposent des coopérations entre entreprises, qui pourraient
être qualifié d'entente au regard du droit de la concurrence, pour avoir une discussion informelle avec nous, pour savoir, pour bien baliser les risques que cela pose et pour leur permettre d'améliorer leur projet de manière à ce qu'ils ne soient pas contraires au droit de la concurrence. Donc on a eu un certain nombre de demandes, on a déjà publié 3 orientations informelles de ce type, dans le domaine, par exemple, de la mesure de l'empreinte carbone dans la nutrition animale, dans le domaine de la rotation des sols dans le secteur agricole. Et c'est aussi l'occasion pour nous de bien guider les entreprises à travers je dois dire, le maquis, qui est l'interaction entre le droit de la concurrence et les autres dimensions du droit européen, et notamment les règlements agricoles. Il y a un règlement dit règlement OCM, qui exempte le secteur agricole d'un certain nombre de considérations, qui permet notamment aux organismes agricoles de travailler en tant que rassemblant des entreprises du secteur agricole. Et donc on est toujours à la disposition des entreprises pour les aider à concevoir leurs projets d'une manière qui respecte ce cadre juridique. Votre orientation informelle, elle n'est pas opposable? Non, c'est informel. C'est informel. Mais formalisé. Enfin, elle est publiée, c'est une lettre. Elle est sur notre site, d'ailleurs, parce que tout ce qu'on fait est public, donc il n'y a rien de confidentiel. Enfin, on enlève les chiffres confidentiels s'il faut, mais les lettres sont disponibles sur notre site internet. Et la raison pour laquelle c'est informel, c'est qu'on fait ça au stade du projet. On les encourage à venir nous présenter des projets qui sont suffisamment avancés pour qu'on puisse en discuter, mais qui ne soient pas déjà mis en œuvre. Parce que s'ils sont déjà mis en œuvre, là on rentre sur le terrain du contentieux de concurrence. Et voilà, donc il faut bien... on a tracé une ligne entre le conseil et le contrôle, on va dire, du droit de la concurrence. Voilà. Vous avez mentionné d'autres réflexions qui sont en cours au niveau européen. Donc, il y a en effet, j'ai mentionné la réforme la refonte du règlement sur les concentrations, qui est un exercice extrêmement important, sur lequel les autorités françaises, dont nous, sont mobilisées. Vous avez mentionné un autre texte qui est le règlement numéro 1 de 2003, qui est celui qui encadre la procédure et les pouvoirs de la Commission en matière de concurrence. Bon, là, il s'agit de questions qui sont importantes, mais qui sont plus techniques, puisqu'il s'agit en réalité de permettre à la Commission de bénéficier, d'avoir accès à des instruments auxquels les autorités nationales ont souvent déjà accès en droit national, parce qu'il y a eu une directive, la directive ECN+, qui a été transposée en droit français, qui a harmonisé les pouvoirs des autorités nationales, et a permis aux autorités nationales d'être en quelque sorte en avance sur la Commission, puisqu'il y a des pouvoirs que la Commission n'a pas. Donc, si je prends un exemple, il y a un instrument dont l'autorité de la concurrence française fait souvent usage, qui est celui des mesures conservatoires, qui permet d'intervenir plus vite sur un dossier, et en évitant une instruction au titre du droit de la concurrence qui peut mettre des années en réalité. Donc là, on transforme les années en mois, donc c'est une grosse valeur pour les entreprises. C'est quelque chose que la Commission ne fait quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le standard juridique dans la rédaction des textes européens est plus exigeant, met la barre plus haut qu'en droit français. Donc la réforme de ce règlement permettrait d'aligner finalement les pouvoirs de la Commission sur ceux des autorités nationales et permettrait notamment à la Commission d'intervenir plus vite. Je vais dire un mot du secteur numérique. Et si je suis trop long, Monsieur le Président, interrompez-moi. Voilà. Dans le secteur numérique, donc il y a là aussi une articulation entre le niveau européen et le niveau national. Le niveau européen est évidemment marqué désormais par l'existence d'un nouvel instrument qui est le règlement sur les marchés numériques, le DMA, qui est un règlement qui est de la seule compétence de la Commission et qui fixe un certain nombre d'interdictions absolues, ex ante. Donc c'est plus du domaine de la régulation que de l'intervention sur des pratiques anticoncurrentielles. La Commission l'a déjà utilisé vis-à-vis des grandes plateformes. L'autorité de la concurrence que je préside a insisté plusieurs fois pour que la Commission en élargisse le champ et notamment puisse s'emparer des pratiques dans le secteur de l'informatique en nuage, dans le cloud, ce qui n'était pas le cas.
On a eu la satisfaction la semaine dernière de voir que la Commission a ouvert 3 enquêtes au titre du DMA sur les comportements dans le secteur du cloud de Microsoft et d'Amazon. Donc ça, c'est des enquêtes spécifiques sur des services spécifiques, Azure et AWS. Mais également une 3e enquête pour voir s'il est souhaitable d'élargir le champ du DMA pour vérifier que toutes les pratiques des grandes plateformes américaines dans le domaine du cloud puissent être envisagées par le DMA, puisque sur certaines pratiques, je pense par exemple aux questions d'interopérabilité, il y a des doutes pour savoir si le DMA s'applique ou non. Et donc la Commission a accepté d'ouvrir ce dossier et pour conduire éventuellement à une modification du texte pour être sûr qu'on puisse capter ces pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux depuis de nombreux mois et on est très content que la Commission le fasse. Donc sur le DMA, c'est la Commission qui le met en œuvre, mais on est évidemment à sa disposition s'il faut l'aider à enquêter. Et d'ailleurs, la loi SREN, que vous avez votée il y a 2 ans, nous donne le pouvoir qui permet de mener des enquêtes au titre du DMA, mais des enquêtes qui seront ensuite versées à la Commission, puisqu'on ne peut pas prendre la décision nous-mêmes. C'est un règlement européen. Et au niveau national, la concurrence et l'équité dans le secteur numérique a depuis longtemps été une priorité de l'autorité, y compris très récemment. En termes de répressifs, en termes de sanctions, je peux citer notamment notre décision plus tôt cette année contre Apple, qui sanctionne Apple de 150 millions d'euros pour avoir mis en œuvre le RGPD d'une manière qui lèse qui est inéquitable vis-à-vis des éditeurs d'applications tierces dans l'environnement iOS, c'est-à-dire qui donne un avantage aux applications d'Apple par rapport aux applications tierces. Et on avait été saisi par les éditeurs d'applications français contre cette situation qu'on a sanctionnée. Je mentionne également le dossier des droits voisins et de Google qui a donné lieu à des décisions successives avec un total à ce jour de 750 millions d'euros d'amende contre Google. Avec des engagements de Google dont nous suivons l'application avec attention, en lien avec les éditeurs de presse français. Et je mentionne également, parce que c'est une décision récente qui a fait l'objet de nombreux commentaires, notre décision vis-à-vis de Quant. Quant, qui est un moteur de recherche français dont une partie substantielle du chiffre d'affaires vient de l'achat de capacités de recherche à Microsoft, à Bing. Donc il y a une partie des recherches qu'ils peuvent faire eux-mêmes, mais une partie qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Et donc ils achètent de la capacité de recherche. Ils sont en partie distributeurs de recherche qui ont été faites par Microsoft. Quant nous avait saisi contre Microsoft pour abus de position dominante et abus de dépendance économique, et nous avons rejeté cette saisine parce que nous avons, donc après un examen très approfondi, nous avons considéré que la position dominante de Microsoft sur ce marché n'était pas établie, sachant qu'il y a évidemment un éléphant dans la pièce qui est Google. Microsoft a un moteur de recherche et distribue des capacités de recherche, mais notamment sur le marché de la publicité liée aux recherches, l'acteur ultra dominant, c'est Google, c'est pas Microsoft. Et donc la position dominante de Microsoft n'était pas établie, et les pratiques qui auraient pu conduire à un abus de dépendance économique ne l'étaient pas non plus. Je peux rentrer dans le détail si vous le souhaitez. On a expliqué tout ça dans notre décision. Donc on n'a rien contre Quant ni contre la tech française. Simplement, là, d'un point de vue juridique, les pratiques n'étaient pas établies et on a conclu sur ce sujet. Une dernière phrase, Monsieur le Président. J'ai mentionné le niveau français, le niveau européen. Alors d'une part, au niveau français, nous avons également un fort investissement pour préparer l'avenir au titre de notre compétence consultative. Donc on a publié il y a 2 ans un avis sur le cloud qui faisait un panorama complet du secteur et qui signalait un certain nombre de risques de concurrence lourds que nous avions identifiés dans ce secteur du cloud, liés à la position des grands acteurs américains.
Nous avons publié l'an dernier un avis sur l'intelligence artificielle générative qui fait le point aussi sur les risques concurrentiels dans la production, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle générative. Nous allons publier dans les jours qui viennent, avant Noël, un complément à cet avis qui fait le point sur le lien entre intelligence artificielle et énergie, sur l'accès à l'énergie, la consommation d'énergie, et d'eau d'ailleurs au passage, non pas sous l'angle de la soutenabilité qui est évidemment cruciale mais qui n'est pas notre compétence à nous, mais sous l'angle de la concurrence, pour savoir si, notamment si l'accès à des ressources énergétiques peut ajouter une barrière à l'entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle et quels sont les moyens d'y remédier, notamment au niveau français. Et nous continuerons à travailler sur ces sujets. Et enfin, au niveau international, au-delà de l'Europe, vous avez mentionné, Monsieur le Président, que je préside le comité de concurrence de l'OCDE. J'ai choisi de faire des questions numériques une des priorités du comité, avec des discussions en juin dernier sur la concurrence dans les services de cloud. La semaine dernière, lors de la réunion du comité sur la concurrence dans les infrastructures de l'intelligence artificielle, donc les circuits intégrés, les centres de données, l'énergie à nouveau, la connectivité, etc. Et nous allons poursuivre ces discussions. Je le mentionne parce que l'OCDE a évidemment une couverture très large, et en particulier les États-Unis sont membres de l'OCDE. Et dans le comité que je préside, ma collègue américaine, Madame Slater, qui est la Assistant Attorney General, donc la ministre de la Justice adjointe chargée de l'antitrust, préside un des sous-groupes de mon comité. Et donc on a réussi, et je peux vous dire que c'est beaucoup de travail, à ancrer les États-Unis dans ce dialogue international à l'OCDE, ce qui, dans les circonstances actuelles, a une très grande valeur et nous permet aussi de continuer à dialoguer avec eux sur le terrain. Et je conclus, Monsieur le Président, en disant que dans le métier de l'autorité de la concurrence, la bonne complémentarité entre ce qu'on fait au niveau français et ce qu'on fait au niveau européen est essentielle et garantie par les textes européens. Et à cet égard, j'ai déjà eu l'occasion de manifester une inquiétude très vive vis-à-vis d'un texte que votre commission des lois examinera en janvier et qui passera en séance en janvier, qui est la proposition de loi du député, de l'ex-député Jean Terlier, sur la confidentialité des écritures des juristes d'entreprise, qui, si elle est votée dans cette Assemblée, donnerait aux juristes d'entreprise une immunité complète vis-à-vis des autorités administratives et affaiblirait fortement l'action non seulement de l'autorité de la concurrence, mais également de l'autorité des marchés financiers en matière d'abus de marché et de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça permettra tout simplement aux grandes entreprises américaines établies en France de constituer des coffres-forts de documents qui échapperont à l'action des autorités administratives et qui affaibliront fortement notre action. Je le redirai à votre commission des lois le moment venu. Merci, Monsieur le Président. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions de nos collègues. On peut passer par trois. Hein, comme ça, vous répondez par trois. C'est plus clair pour nos collègues. On va commencer par Didier Marie, puis Marta de Cidrac qui se prépare. Hein, comment? Ah, tu voulais t'exprimer en première? Ah bon, alors Marta de Cidrac. Il veut pas parler. Merci, Président. Merci, Président, de toutes les explications que vous avez déjà partagées avec nous. Moi, j'avais une question qui n'a pas été abordée dans vos propos, mais qui m'intéresse parce que c'est des sujets sur lesquels je travaille. Cela concerne l'économie circulaire. On sait qu'aujourd'hui, au sein de du pacte vert européen, pour dire les choses très simplement, l'économie circulaire a une place de plus en plus prégnante pour des raisons, d'ailleurs, dont vous avez parlé dans vos propos, compétitivité, résilience, voilà, de façon générale. Donc j'aurais trois questions assez rapides, je vais vous les poser tout de suite, qui sont un petit peu toutes en lien. La première, en fait, je voulais avoir votre sentiment sur les règles de concurrence européennes actuelles. Est-ce que selon vous, elles sont adaptées pour soutenir la transition écologique et l'économie circulaire de la politique européenne? Ça, c'est ma première question. Ma seconde, en fait,
je voulais savoir si l'autorité que vous présidez prend en compte les enjeux de l'économie circulaire dans son analyse des marchés, en fait, de façon globale, c'est-à-dire quel est votre regard sur cet écosystème autour de l'économie circulaire, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi européenne, bien évidemment. Et puis, dernière question, la mise en concurrence des éco-organismes dans le cadre des filières REP. Pardon, c'est peut-être un peu technique comme question, mais au besoin, vous pourrez me répondre par écrit. Est-il un bon choix, selon vous, pour une mise en place de la stratégie de l'économie circulaire aujourd'hui dans notre pays, puisque vous savez qu'il y a un débat autour de la gouvernance, autour des filières REP, autour des éco-organismes, et j'aurais aimé vous entendre à ce propos-là, car je crois qu'il y a eu des avis de la part de l'autorité que vous présidez, et je serais intéressée que vous les partagiez avec nous ce matin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre présentation. Vous avez évoqué dans vos propos liminaires les fusions d'entreprises. Et ça m'a fait remonter en 2018-2019, où deux groupes ferroviaires voulaient fusionner, à savoir Alstom et Siemens. Et ceci pour pouvoir répondre à des appels d'offres plus importants, notamment face à l'important groupe chinois CRRC. À l'époque, Bruxelles donc a émis son veto et le Premier ministre de l'époque avait dit que c'était une mauvaise décision prise sur un mauvais fondement, et en précisant également que c'était une faute économique et politique. Les Allemands et les gouvernements allemands et français avaient proposé de revoir les règles de concurrence au sein de l'Union européenne assez rapidement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci d'avoir développé un long chapitre sur la question du numérique, qui est éminemment stratégique, et bravo à l'autorité pour tout son travail remarquable qui vise à une bonne application du règlement sur les marchés numériques, autrement appelé DMA, et de la loi SREN, pour lequel d'ailleurs nous vous avions auditionné. Il est important en effet d'assurer des conditions loyales de concurrence et cette équité que vous avez évoquée. Mais comme vous le savez, cette commission, depuis plusieurs années, réfléchit de manière plus stratégique à la question de notre souveraineté numérique. Nos dépendances technologiques sont devenues extrêmement dangereuses, surtout dans le nouveau contexte géopolitique. En plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les risques et les menaces sont bien entendu amplifiés, vous l'avez vous-même souligné. Donc, il est important peut-être de mettre en application des préconisations que nous formulons depuis des années, à savoir assumer une préférence communautaire, car la commande publique, on le sait, est un levier pour le développement de nos propres entreprises et gagner en autonomie stratégique. Ce sont les conclusions aussi de la commission d'enquête sur la commande publique pour laquelle vous avez été auditionné, je m'en souviens très bien, Monsieur le Président. Donc, comment peut-on mettre en place les préconisations de cette commission d'enquête en articulation, bien sûr, avec le niveau européen? Vous l'avez souligné, il y a une articulation au niveau européen et national. Comment l'autorité participe-t-elle donc à la révision aussi de ces directives européennes qui sont tout à fait nécessaires? Le commissaire Séjourné nous a dit lui-même être mobilisé sur la question. Comment pouvez-vous dialoguer, comment dialoguez-vous avec le gouvernement, la Commission européenne et vos homologues européens sur ces questions? Vous avez évoqué le marché du cloud, donc de l'informatique en nuage. Il est vrai qu'on a constaté les abus de position dominante, y compris en France. Comment agissez-vous plus particulièrement sur ce sujet? Vous l'avez certes évoqué. Voilà. Et comment peut-on mettre en application aussi très concrètement l'article 31, dont les décrets d'application ne sont pas encore parus, de la loi SREN, qui explicitement dit que les données sensibles des Français doivent être confiées à des solutions souveraines en la matière. Merci pour vos questions.
Alors sur l'économie circulaire, c'est un sujet d'attention récurrent de l'autorité. Comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice, l'autorité a publié plusieurs avis sur des filières spécifiques, filière par filière. Le plus récemment sur les sacs en plastique usagés, mais également dans le passé sur les huiles usagées. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais voilà. Enfin, il y a une série d'avis très ponctuels, disons, qui font des zooms sur des secteurs particuliers et qui, à chaque fois, en effet, relèvent la difficulté à organiser la concurrence dans des secteurs qui sont dominés par des opérateurs très très forts et dans des cadres réglementaires qui sont, il faut bien le dire, assez complexes et où donc les acteurs eux-mêmes ont du mal à naviguer. Alors, je vous annonce que le gouvernement nous a saisi d'une demande d'avis générale, enfin transversale, sur les filières REP que le gouvernement nous demande de rendre en juin 2026. Voilà, enfin, la saisine date d'il y a 15 jours, hein, c'est tout récent. Donc, voilà. Donc ça va être l'occasion de faire un point transversal, général, sur l'ensemble de ces filières, sur la base de ce qu'on a déjà dit, mais avec des conclusions plus générales, et notamment, et non seulement sur les activités des différents opérateurs, mais également sur la gouvernance des filières, puisque c'est aussi là-dessus que nous saisit le gouvernement. Voilà. Donc ça va être une de nos priorités en 2026. Donc sur les fusions, les concentrations et sur Alstom Siemens, bon, alors c'est... je vais mettre ma réponse dans le contexte de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 2018, et aujourd'hui, le sujet qui nous mobilise, c'est la révision du règlement concentration, donc, qui peut tirer les leçons d'un certain nombre de discussions qui ont eu lieu dans le passé, notamment sous l'angle des gains d'efficacité ou des investissements que permettent des fusions, avec un contexte qui, il faut bien le dire, est complètement différent. C'est-à-dire que c'était, en 2018, il n'y avait pas le rapport Draghi, enfin, et la compréhension du déclin industriel de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine n'était pas du tout la même en 2018 qu'elle est aujourd'hui. Donc, le monde était différent, le monde a changé, donc le résultat de ces discussions sera différent. Alors, cela dit, monsieur le sénateur, sur Alstom Siemens, moi j'étais pas là, hein, donc j'en parle très librement, je faisais autre chose à l'époque. Je constate que le motif, enfin, la crainte qui était exprimée à l'époque, en 2018, qui était que si cette fusion n'était pas autorisée, l'Europe serait envahie de matériel roulant chinois, elle ne s'est pas réalisée. Enfin, je crois qu'il y a un ou deux pays où il y a du matériel roulant chinois, l'Autriche et peut-être un autre, et puis un pays d'Europe de l'Est. On est en 2025, bientôt 2026. Cette invasion de matériel chinois ne s'est pas réalisée, donc 7 ans après. Pourquoi ? Pour les raisons qui avaient été identifiées à l'époque par la Commission, c'est-à-dire que l'ensemble des normes européennes constitue une barrière à l'entrée en réalité très importante, même pour des Chinois qui ont un avantage de coût et de taille par rapport à nous. Donc, et à l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, aujourd'hui, on a, si vous regardez le marché du matériel roulant dans le monde, le numéro 1 et le numéro 2, c'est Alstom et Siemens. Donc on a 2 champions européens au lieu d'un. Voilà. Et entre-temps, Alstom, comme vous le savez, a absorbé Bombardier, donc a vécu sa vie. C'est agrandi d'une autre manière et aujourd'hui se débrouille très très bien sur les marchés mondiaux. Donc pour moi, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et je crois que j'ai été clair sur le fait qu'il faut changer notre approche des concentrations. Mais Alstom Siemens, qui est resté un peu un traumatisme collectif en France, n'est pour moi pas forcément le meilleur exemple. Je pense que la Commission avait largement raison à l'époque. Voilà. Troisièmement, donc la question de Mme Morin-Desailly sur le numérique. Donc oui... vous avez raison d'aborder le sujet sous l'angle de la dépendance aux infrastructures américaines. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à avoir des politiques industrielles à l'aval qui oublient que l'Europe ne sera jamais autonome si on ne s'attaque pas aux infrastructures à l'amont.
Monsieur le Président, vous avez parlé de l'union des... Alors moi je suis vieux jeu, j'appelle encore ça union des marchés de capitaux, mais de l'union de l'épargne et de l'investissement, qui est une très bonne initiative. Bon, il s'est quasiment rien passé jusqu'à présent, donc on espère que ça va démarrer. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est très bien de créer d'harmoniser la réglementation et de donner des compétences à ESMA sur certains sujets, ce que la Commission a proposé. Mais l'idée qu'il va y avoir une souveraineté financière européenne si le cloud qu'utilisent les banques européennes reste américain, c'est une illusion. Voilà. Donc le nerf de la guerre, il est à l'amont. Il est dans les grandes infrastructures de cloud, de télécom et les infrastructures de paiement, qui est aussi dans le débat européen quand on parle des stablecoins et d'autres sujets. Donc, ça devrait être une priorité absolue pour l'Europe d'avoir des infrastructures, notamment de cloud, qui soient autonomes et européennes. Et là, il y a un peu une sorte de problème de poule et d'œuf, c'est-à-dire que tant que les marchés sur ces marchés, les effets de taille sont majeurs. Tant que le marché du cloud souverain est national, il n'est pas attractif pour les entreprises, puisque l'offre de services de cloud souverain est très limitée par rapport à ce qu'on peut trouver sur Azure ou sur AWS. Donc il faut agir à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande, enfin pour créer cet effet de taille et pour permettre le basculement vers un marché qui marche sur ses deux jambes. Et du côté de la demande, c'est la commande publique qui peut être un des leviers. Donc je pense que vous avez très bien décrit la situation. Sur la révision de la directive marché, on est associé à la réflexion interministérielle, donc on a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Nous, notre point d'entrée à la Commission, c'est plutôt la DG Concurrence, donc c'est à travers eux qu'on va faire passer nos idées. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'ai été auditionné sur ce sujet, il me semble tout à fait légitime qu'il y ait une préférence européenne en matière d'infrastructure numérique, mais il faut que l'offre soit là. Parce que s'il y a une préférence européenne, voire française, alors qu'il n'y a pas d'offre, on ajoute des contraintes aux entreprises et on les oblige à acheter des outils dont elles ne pourront pas se servir. Donc, pour cette même raison, moi j'ai toujours défendu l'idée que la norme SecNum Cloud n'avait pas tellement d'avenir si elle demeurait française. Parce qu'il n'y a pas... l'écosystème et les places de marché de services SecNum Cloud est trop restreint. Et donc il faudrait, et je sais bien que c'est une question politique, mais il faudrait faire une priorité du dialogue politique européen que les autres États membres acceptent d'avancer sur l'équivalent européen de SecNum Cloud, qui aujourd'hui n'avance pas. Parce que sinon, on va créer une réserve d'Indiens française qui n'est pas attractive pour les entreprises. Donc il faut vraiment porter ces sujets au niveau européen pour pouvoir bénéficier des effets de taille. Voilà. Merci. Deuxième série. Alors, Florence, Ronan Le Gleut a annulé sa question puisqu'elle a été posée par Claude Kern. Donc, j'ai Florence Blatrix-Contat et se prépare Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, je voulais vous interroger sur l'essor des monnaies numériques. La monnaie décentralisée se développe essentiellement par l'intermédiaire d'acteurs privés et les banques centrales ne sont pas encore présentes dans cet univers. Comme vous le savez, les stablecoins adossés au dollar sont en pleine croissance aux États-Unis avec une capitalisation qui dépasse désormais plusieurs centaines de milliards de dollars et le mouvement s'est accéléré avec le soutien de l'administration Trump et l'adoption du Genius Act cet été pour encore soutenir son développement. Et au niveau européen, le projet d'euro numérique de gros et de détail apparaît de plus en plus nécessaire dans ce contexte. Nous avons ici au Sénat commis un rapport sur l'euro numérique de détail. On voit bien que les banques centrales font part de leur réticence avec leurs craintes concernant la fuite des dépôts, mais également les surcoûts qui seraient engendrés pour distribuer cette monnaie. Et elles appellent de leur vœu plutôt à donner la priorité à la création d'une monnaie numérique de gros avant de s'engager sur la monnaie de détail. Donc, que pensez-vous des négociations en cours au niveau européen sur le projet d'euro numérique et ne faudrait-il pas accélérer en la matière ? Jacques, et se prépare Karine Daniel.
Oui, ma question a déjà en grande partie été abordée par Marta de Cidrac. C'est effectivement sur cet enjeu de faire en sorte que les règles de la concurrence ne s'opposent pas à la réussite, à la conduite de la transition vers l'économie circulaire qui nécessite de l'organisation, de la coopération pour tenir la hiérarchie de mode de gestion et de traitement des déchets, pour donner de la viabilité économique et industrielle en gros à la consommation du recyclé. Hein, et dans ce sens-là, donc se prépare un grand acte européen d'ici la fin de l'année à venir pour l'économie circulaire. Si vous avez des précisions à apporter sur la façon dont vous envisagez cette perspective. Oui, pardon, Karine. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais deux champs de questions. Le premier sur la question agricole et sur Egalim. On a en France un système assez spécifique, mais qui m'apparaît peu opérant par rapport à la compétitivité des opérateurs français sur le marché européen, avec un système que vous connaissez et qui... s'il part d'une bonne intention, peut mettre en difficulté les opérateurs français sur le marché unique européen des produits agricoles et agroalimentaires. Et on a plaidé pour un Egalim européen. Donc, je voulais savoir comment vous appréhendiez ce sujet dans le cadre d'une réforme à venir de la politique agricole commune notamment. Et puis le deuxième champ de questions qui est vaste, mais je voyais hier dans Le Monde un article d'économiste dont Jean Tirole qui est titré « En Europe, il faut mettre en œuvre un marché unique radical » qui traite des enjeux et des questions d'innovation. On est beaucoup interrogé aujourd'hui sur la pertinence du développement du système de normes, vous l'avez dit, qui apparaît protecteur pour les opérateurs européens, qui est dénoncé alors de manière un peu facile et simpliste comme une entrave au développement de l'économie. Comment vous considérez le décalage et peut-être le retard pris en matière d'innovation dans ce marché européen et quels seraient les leviers pour finalement accélérer ces processus d'innovation, même si l'innovation apparaît relativement soutenue par les acteurs publics en France et en Europe. Merci pour ces questions. Alors, je les prends dans l'ordre. Hein. Les monnaies numériques, bon là on sort un peu de la compétence de l'autorité de la concurrence, donc je considérais que ce que je vais vous dire est mon avis personnel plus qu'autre chose. Sauf si un jour un consortium de banques vient nous voir en disant qu'elles veulent émettre un stablecoin, auquel cas il y aura peut-être une dimension de concurrence, mais pour l'instant ça n'est pas arrivé. Moi, je pense de deux choses très simples. D'une part, il y a toujours eu de l'innovation technologique dans les paiements et ça a toujours été bénéfique pour l'économie, non seulement pour les particuliers quand il s'agit de paiements de détail, mais pour les entreprises, parce que qui font des paiements évidemment tout le temps, et qui gèrent leur trésorerie. Et donc, il n'y a aucune raison de s'opposer à l'innovation technologique dans les paiements. Donc, on est face à une nouvelle vague d'innovation qui passe notamment par l'utilisation de blockchain, hein, tout ce qu'on appelle la finance décentralisée. Il faut l'accueillir et la valoriser et en tirer le meilleur parti. Et on a un écosystème de start-up européennes en matière de finances numériques qui est remarquable, avec beaucoup d'initiatives. Donc il faut pas en avoir peur. Voilà. Première remarque. La deuxième, c'est que on a organisé le système financier il y a bien longtemps d'une manière qui fonctionne très bien, qui est qu'en matière de paiement, on a des cercles concentriques, on a la Banque centrale qui émet la monnaie et l'actif de règlement qui est le plus sûr qui soit, puisque la Banque centrale ne fera jamais faillite, puisqu'elle peut créer autant de monnaie qu'il faut pour ne pas faire faillite. Et donc la monnaie banque centrale, c'est la monnaie la plus sûre qui soit, et ça doit être l'actif de règlement de référence dans le système. C'est vrai aujourd'hui à travers les systèmes traditionnels, Target et autour des systèmes de paiement privés. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai sur un monde décentralisé.
Et c'est pour ça qu'il faut que les banques centrales émettent des monnaies numériques qui puissent être échangées sur des blockchains, donc des monnaies numériques de banques centrales de gros, pour reprendre votre distinction, ou des jetons qui soient de la monnaie, qui soient au passif de la banque centrale, afin que toutes les transactions sur blockchain puissent être réglées avec de la monnaie banque centrale, de même que des transactions aujourd'hui dans le monde traditionnel, dans la finance traditionnelle, peuvent être réglées avec de la monnaie banque centrale. Et autour, il y a des cercles concentriques, et donc il y a ensuite les banques qui émettent de la monnaie commerciale, qui jouent un rôle essentiel, mais qui ont un risque de crédit et qui sont des opérateurs commerciaux qui font des profits. Tout ça marche très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le monde numérique. Simplement, il faut s'en donner les moyens. Et sur la monnaie numérique de détail, je suis évidemment du côté de la Banque centrale européenne, ça ne vous surprendra pas. Je trouve que les banques commerciales européennes et particulièrement françaises sont très frileuses. On donne le sentiment d'avoir peur de cette innovation. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les autres régions du monde. Moi, quand j'étais à la Banque des règlements internationaux, j'avais 2 équipes, une à Hong Kong, une à Singapour et une autre en Europe. À Hong Kong et à Singapour, les banques commerciales s'approprient toutes ces innovations pour en faire des propositions de valeur pour leurs clients. Alors qu'on a l'impression en Europe, au contraire, que les banques ont peur du progrès technique et peur de l'innovation, et sont contentes de maintenir leurs accords avec des réseaux de cartes de crédit américains, alors que c'est de ça qu'on veut sortir. Donc il faut avancer, et je pense que c'est une question aussi de responsabilité démocratique. La Banque centrale est une institution publique qui est responsable, alors pas devant vous, mais devant le Parlement européen, mais néanmoins quand même responsable démocratiquement. Et il faut que cette institution soit au cœur du système, et il ne faut pas laisser le système être contrôlé par des grandes plateformes privées. Voilà. Quelques principes simples de mon point de vue. Sur l'économie circulaire, bon, j'en ai déjà parlé et j'ai mentionné cet avis que le gouvernement nous a demandé, donc ça sera l'occasion de faire le point sur tout ça, éventuellement de voir s'il faut faire évoluer certains aspects du cadre réglementaire. Bon, ça a déjà été... c'est pas la première fois qu'on en discute. Il y a eu un rapport des inspections de Bercy et du ministère de la Transition écologique qui s'est posé de nombreuses questions sur la gouvernance du système, sur la régulation du système. C'est un système où il n'y a pas de régulateur. Donc qui doit en être le régulateur? C'est des questions qui vont se reposer en 2026, surtout si on va vers un texte européen. Je ne veux pas trancher puisqu'on va réfléchir là-dessus dans le cadre de notre avis. Donc je pourrais revenir vers vous pour en parler lorsqu'on aura un peu avancé dans cette réflexion. Troisième question, c'était sur les questions agricoles et sur Egalim. Bon, alors je crois que l'autorité de la concurrence s'est déjà exprimée abondamment, et on n'est pas du tout, d'ailleurs, d'une manière qui nous a pas rendu très populaire, puisqu'on a toujours expliqué qu'on trouvait que la loi Egalim était problématique. D'ailleurs, le gouvernement a arrêté de nous saisir à un moment sur la loi Egalim parce qu'il savait ce qu'on allait en dire. Donc, voilà. Donc sur Egalim 2, 3, 4, on n'est plus saisi parce que le gouvernement sait ce qu'on en pense. Donc Egalim, ça part d'une bonne intention, d'un objectif de politique publique qui est incontestable, qui est celui de soutenir le revenu des producteurs agricoles. Ça, évidemment, personne ne peut le contester. On le fait d'une manière qui est très française, c'est-à-dire qui est extrêmement technocratique et complexe, qui fait que les acteurs eux-mêmes n'en maîtrisent pas toutes les dimensions, et qui est manifestement relativement inefficace, puisque on n'est pas du tout sûr que, malgré les clauses de protection des prix des matières premières, on n'est pas du tout sûr que ça ait permis de faire remonter du revenu vers les agriculteurs. Et on a bien vu lors du grand choc de prix agricoles après la crise ukrainienne, donc en 2022-2023, que les principaux bénéficiaires de ce choc n'ont pas été les agriculteurs, mais les industriels de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est quand même un constat d'échec du dispositif, me semble-t-il. Donc, je ne dis pas qu'il faut le supprimer. C'est dans l'attente d'un meilleur système, c'est probablement quelque chose qui protège les agriculteurs. Donc, et ça, c'est très bien.
Mais le problème économique de fond derrière ça, c'est un rapport de force déséquilibré entre l'amont et l'aval, et le fait qu'on a un aval qui est très concentré à travers la grande distribution et un amont qui est encore assez dispersé au niveau de la production. Alors, l'autorité de la concurrence peut agir de manière concrète, et on le fait. D'une part, on a très régulièrement à revoir, à instruire des projets de fusion, de concentration à l'amont entre coopératives agricoles. Donc je ne me prononcerai pas sur les dossiers en cours parce qu'il y en a plusieurs, mais dans le passé récent, on a pu autoriser des fusions de coopératives agricoles après en avoir examiné les conséquences pour la concurrence. Donc on essaie d'accompagner ce mouvement de renforcement de l'amont, qui est quand même la réponse économique au problème. Et à l'aval, on utilise aussi les instruments qui sont les nôtres pour contrôler le pouvoir de marché de la grande distribution. On le fait de deux manières. D'une part, on a eu l'occasion d'examiner un très grand nombre de transferts de magasins, d'hypermarchés, notamment d'anciens hypermarchés Casino. Plus de 600 examens de sessions de supermarchés au cours des 2 dernières années. Et c'est pas fini vu les annonces qui ont été faites récemment par Auchan et Intermarché. Donc on va aussi examiner tout ça, hein. Presque 300 nouveaux magasins qu'on va examiner courant 2026. Et à chaque fois, on le fait avec le souci de protéger le consommateur, mais également de protéger en amont les fournisseurs. Et un autre instrument qu'on a, c'est celui qui découle de la loi dite loi Macron de 2015, c'est l'examen des coopérations à l'achat. Donc comme vous le savez, la loi Macron dispose que toutes les nouvelles coopérations à l'achat doivent nous être soumises, et ensuite on peut se saisir pour les examiner et éventuellement demander des engagements aux acteurs. On l'a fait il y a quelques semaines, non pas de manière formelle, mais au terme d'une discussion informelle avec Aura, donc avec Intermarché, Casino et Auchan. On a exprimé à Intermarché, Casino et Auchan des préoccupations sur l'impact qu'aurait cette coopération à l'achat sur un certain nombre, même un nombre assez grand, hein, plusieurs dizaines de producteurs qui sont des ETI et qui nous paraissaient pouvoir être fragilisés par la coopération à l'achat. Et au terme de cette discussion, Intermarché, Auchan et Casino ont accepté de les retirer du champ de la coopération à l'achat. On a communiqué là-dessus il y a 15 jours. Donc on utilise ce levier pour faire en sorte que le renforcement du pouvoir à l'achat de la grande distribution ne fragilise pas notre tissu d'ETI, en particulier dans le domaine agricole. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, pardon. Alors, sur l'innovation, bon, ça nécessiterait une longue discussion. Moi, j'ai lu la tribune à laquelle vous faites référence, hein, dans le Monde d'hier soir, signée notamment par Jean Tirole. Je crois que je suis d'accord avec tout ce qu'ils écrivent, et sur le fait que la politique industrielle européenne telle qu'elle est organisée ne soutient pas assez l'innovation, ou pas de la bonne manière, notamment parce que, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, la politique industrielle européenne, elle est assez diffuse, hein, à travers des instruments assez variés, et les grandes masses financières, c'est les autorisations au titre des aides d'État. Donc c'est en réalité de l'argent national, très concentré en France et en Allemagne d'ailleurs, hein, avec des projets notamment de ce qu'on appelle des PIEC, hein, des projets industriels d'importance européenne, qui bénéficient d'exemptions au titre des aides d'État. Donc c'est quelque chose qui est fragmenté, qui reste conçu et proposé par des acteurs nationaux, et donc qui ne valorise pas l'existence du grand marché européen et l'accès au grand marché européen, et qui relève, il faut bien le dire, d'une logique de concurrence entre États membres pour attirer les usines de semi-conducteurs, les usines de médicaments, les usines de... Voilà. Alors, pour des raisons qu'on comprend très bien, mais on ne peut pas à la fois célébrer le rapport Draghi et dire que l'Europe doit être
à la hauteur des États-Unis et de la Chine, et en même temps s'épuiser dans des luttes intra-européennes pour savoir si les usines de semi-conducteurs vont être en France ou en Allemagne. Donc il faudrait une stratégie européenne dans ce domaine, c'est ce que dit l'article, et je crois que je suis assez d'accord. Si la politique de concurrence peut y contribuer, il faut le faire. Alors il y a un aspect qui est la politique des aides d'État. Bon, ça, c'est pas ma compétence, c'est la compétence de la Commission européenne, donc ça, je peux pas vraiment en parler. Mais comme je l'ai déjà dit, si on est face à des projets soit de fusion, soit de coopération entre entreprises qui peuvent, de manière crédible, convaincante et spécifique au projet, contribuer à l'innovation ou à la soutenabilité, c'est une discussion qu'on est prête à avoir avec les entreprises. Valérie Boyer qui voulait poser une question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne veux pas trop rallonger les débats, mais j'ai une petite question qui concerne le soutien aux PME. Quel soutien aux PME aujourd'hui sur le marché parce que c'est vrai que nos pauvres PME subissent une concurrence qu'on peut qualifier de déloyale. Et comment on fait pour faire en sorte que notre tissu déjà fragile ne disparaisse pas ? Moi, je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition. Donc, moi, j'applique le droit de la concurrence. Donc, le droit de la concurrence, oui, peut servir à... oui, donc c'est tout à fait. Donc, il y a des voies en droit de la concurrence pour aider les PME, d'ailleurs qu'on a très souvent utilisé à l'autorité. On a notamment un instrument qui existe en France, mais qui n'existe pas au niveau européen, qui est l'abus de dépendance économique, qui permet de caractériser une relation économique déséquilibrée, même si l'entreprise puissante n'est pas en position dominante, hein, parce que l'instrument privilégié en droit de la concurrence, c'est l'abus de position dominante. Mais pour qu'il y ait abus de position dominante, il faut qu'il y ait position dominante. Il y a beaucoup de marchés où il n'y a pas de position dominante. Il n'y a pas forcément. Il peut y avoir un oligopole, il peut y avoir 3-4 grandes entreprises, et il peut y avoir des comportements qui sont inéquitables, mais sans qu'il y ait nécessairement position dominante. Et donc pour ça, on a une autre voie qui est celle de l'abus de dépendance économique. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme du règlement numéro 1 2003, dont le président parlait tout à l'heure, un des enjeux pour nous, c'est de préserver cette voie juridique en droit français et de faire en sorte que ce ne soit pas victime d'une sorte d'harmonisation européenne qui nous enlèverait cet instrument. Et c'est une discussion, c'est un point qu'on a déjà mis en avant fortement, et d'ailleurs j'ai écrit avec mon collègue allemand et ma collègue autrichienne, parce qu'ils ont les mêmes enjeux à la Commission européenne, pour être sûr qu'on pourra continuer à instruire des abus de dépendance économique qui vont être souvent au détriment de PME, puisque ça va être des situations de rapport de force inéquitable. Une autre voie importante en droit de la concurrence, et qui a déjà été évoquée ce matin, c'est celle c'est sur les marchés publics, c'est celle de la détection et la condamnation des ententes sur les marchés publics. Parce que quand on condamne une entente sur un marché public, on protège les PME qui n'ont pas pu concourir dans des conditions équitables. Donc on a de nombreuses affaires qui ont donné lieu à des décisions de l'autorité de la concurrence qui concernent des ententes sur des marchés publics et où les participants sont des PME. Merci. Moi, j'ai peut-être Oui. Ma collègue me rappelle avec raison que l'autorité a publié un guide de la concurrence à l'usage des PME, parce que c'est souvent difficile pour des PME de naviguer dans ce droit qui est assez complexe, et de savoir à qui est-ce qu'il faut appeler la DGCCRF, est-ce qu'il faut nous appeler nous, qu'est-ce qui est possible en droit de la concurrence. Donc tout ça est expliqué dans notre guide à l'égard des PME. Et moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des chambres de commerce et d'industrie, par exemple. Donc si vous voulez m'inviter dans vos départements, je le ferai très volontiers. J'étais il y a quelques semaines à la chambre de commerce et d'industrie de Caen pour avoir cette discussion avec des PME normandes. Peut-être de ma part une dernière question qui est plus sur le volet européen. Chaque État membre a son gendarme de la concurrence, vous l'avez dit. Est-ce que ces États membres travaillent avec la même efficience que la vôtre ? C'est-à-dire, est-ce que
à activité comparée, on peut penser qu'on est dans les meilleurs, dans les moins bons. Est-ce qu'il y a des outils de comparaison? C'est pas à moi qu'il faut demander. Je veux pas être très objectif. Hein, non, mais donc on est au-delà très bon. On est très bon. Il y a aussi le factuel. Oui. Alors il faudrait demander, par exemple, demander à la Commission qui a un regard panoramique sur tout ça, ou demander aux entreprises, puisqu'après tout, beaucoup d'entreprises travaillent dans plusieurs pays européens et ont affaire aux autorités de concurrence locales. Je crois qu'on se débrouille bien tout de même, voire très bien, en termes de nombre d'affaires, en termes de montant de sanctions. C'est pas notre objectif, évidemment, mais c'est quand même aussi une mesure de notre activité. Je rappelle qu'en 2024, l'autorité de la concurrence a prononcé 1,4 milliard d'euros de sanctions pour un budget de 25 millions d'euros. Donc c'est un rapport de 1 à 50. Donc je dis ça puisque le budget de l'État va vous revenir bientôt. Donc voilà. Donc si vous nous donnez 1 euro, on vous en rend 50. Voilà. Et si vous nous retirez 1 euro, ça fait en réalité une augmentation du déficit de 50 euros. Il faut quand même voir ça. Ça va dans le budget de l'État, donc c'est prélevé par la Direction générale des finances publiques et ça va. On n'en voit pas la couleur, mais ça c'est normal. C'est pas voilà. Et également en termes de sur l'aspect consultatif, en termes d'avis, je pense qu'on est plutôt plus actif que la moyenne en termes de publication d'avis sectoriels, notamment dans le domaine numérique. Peut-être pour vous donner une autre comparaison, il y a à l'autorité de la concurrence un service de l'économie numérique avec des data scientists et des ingénieurs. Ils sont 5. Le même service à l'autorité britannique, ils sont 70. Voilà. Bien, merci. Écoutez, pour ces éclairages vraiment importants pour nous et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde a changé et je pense que le monde de la concurrence aussi et ça va très vite. Pour les commissaires, petite information avant de nous quitter. Première information, c'est que le débat pré-conseil qui avait lieu le 16 au soir en séance, dans la mesure où le ministre est à Bruxelles pour des négociations importantes sur le CFP et qu'il rentrera assez tard à Paris, j'ai proposé qu'on repasse ce débat en commission. C'est pas très confortable, mais en tout cas, on n'avait pas trop le choix. Ou alors le choix d'avoir un autre ministre que le ministre des Affaires européennes en débat pré-conseil européen, ça m'apparaissait, voilà. Donc je n'avais touché mot à Didier Marie et la décision a été prise hier soir. En fait, j'ai créé la séance pour dire que ce débat aura lieu en commission le 17 à 16h30. Le 17 à 16h30, donc après les questions d'actualité au gouvernement. Débat en commission avec tous les sénateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc à ma demande, vous le savez, on avait insisté pour que nous puissions enfin formuler des observations sur le nouveau projet de loi portant sur les diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, le fameux DADU, qui devrait être examiné au mois de février. Un DADU très important, 73 articles, c'est énorme. Et donc, c'est une première. On va entrer dans le dispositif. Et je vous demande aujourd'hui de me confier la mission de rapporteur, si ça ne vous pose pas de problème. On verra comment ça fonctionne, on verra comment on est sollicité, on verra si à l'avenir il faut nommer plusieurs rapporteurs. Voilà. Chaque commission, comment ? Oui, ce sera peut-être une autre étape. Voilà. L'idéal eût été un jour que la commission spéciale soit présidée par ou le président de la commission des affaires européennes ou un vice-président, auquel cas. Parce que le problème de la commission spéciale, c'est que en fait, comme le DADU est réparti sur plusieurs commissions, chaque président voudrait pouvoir revendiquer la présidence de cette commission spéciale. Donc en fait, voilà. Peut-être que ce sera... Enfin, voilà, on a franchi une étape dans l'évolution par rapport au DADU. Donc voilà, vous êtes d'accord pour que je la rapporte, en fait, le jour de l'examen en séance, mais peut-être aussi, et j'ai proposé notre soutien dans les diverses commissions. Merci à vous.